Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Classroom sur la thyroïde. Alors, j'ai construit cette Classroom de façon à répéter plusieurs fois les informations importantes parce que je sais que la thyroïde, souvent, c'est compliqué pour pas mal d'entre vous. Donc, il y a pas mal de notions un petit peu chimie, biochimie, médicale dedans, parce que c'est compliqué de travailler sur la thyroïde sans parler de tout ça. Mais j'ai fait en sorte que, ouais, que ce soit répété, que ce soit clair. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à la fin. Je ferai en sorte de bien répondre et le plus clairement possible à toutes vos questions. Sur ce, on commence. La thyroïde, en tant qu'organe, qu'est-ce que c'est? La thyroïde, c'est la petite glande qu'on a au niveau du cou. Elle fait entre 25 et 30 grammes en fonction des personnes, bien que son poids et sa taille changent régulièrement d'une journée à une autre, ça peut changer, donc en fonction de l'activité qu'on va lui imposer et des saisons. Et du coup, sa grosseur notamment révèle son bon fonctionnement ou son mauvais fonctionnement. Dans les hyperthyroïdies, il y a des personnes qui ont un goitre, donc qui ont une thyroïde qui est très grosse et qui se voit au niveau du cou. Donc là, ça révèle en fait une inflammation, elle est très grosse, et là, on a un dysfonctionnement de la thyroïde. Bon, déjà, ça c'est quelque chose qui est plus réservé au monde médical, mais déjà, quand vous voyez qu'il y a un goitre, vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose, un petit dysfonctionnement qui se passe au niveau de cette thyroïde. Au niveau de la composition, on ne va pas trop s'y attarder, ça ne nous intéresse pas trop dans la naturopathie humaine, mais en gros, il y a beaucoup d'unités fonctionnelles qui sont les vésicules ou les follicules, et autour, on a les cellules folliculaires, et c'est ici que se produisent les hormones thyroïdiennes, la T4 et la T3, dont on reviendra dessus juste après. Donc, une glande endocrine, rien de bien compliqué, tout ce qui est le plus basique, des cellules dedans, qui produisent nos petites hormones qui vont venir communiquer certains messages à différentes fonctions du corps qu'on va voir juste après. Une chose à retenir, la communication au niveau de l'ATSH. Qui c'est qui gouverne l'ATSH? Qui c'est qui lui communique à elle un message pour savoir si elle doit ralentir, si elle doit accélérer? C'est la TSH. Je pense qu'on vous en avez tous entendu parler de près, de loin, voire de très près. L'ATSH, c'est ce qu'on dose au niveau sanguin aujourd'hui en France pour regarder l'état d'activité de la thyroïde. Donc, c'est une hormone qui vient de l'hypophyse et qui communique à la thyroïde si elle doit accélérer ou si elle doit ralentir. On a aussi une communication hypothalamus, hypophyse, qui se fait par la TRH, mais bon, ça c'est moins important. On va retenir déjà cet axe-là sur le petit schéma qui est TSH, bien stimuler la thyroïde. Donc, la thyroïde va produire les hormones T3 et T4 qu'on va voir juste après. Et c'est important de comprendre que ces deux hormones ont un rétrocontrôle sur l'hypophyse qui va venir augmenter ou abaisser la TSH. Donc en fait, la thyroïde, la production des hormones thyroïdiennes est liée au rétrocontrôle qu'on va avoir juste après ou juste avant en fonction de comment on regarde le schéma. Donc la thyroïde se contrôle en soi elle-même. Le premier problème sur lequel on va être confronté avec cette thyroïde, c'est que c'est une glande dont on peut avoir des signes de dysfonction ou de bon fonctionnement clinique, donc lors d'un bilan. Mais le problème, on va le voir juste après, c'est que c'est compliqué de dire c'est la thyroïde qui dysfonctionne, donc on va travailler dessus. Il faut absolument aller contrôler la TSH, la T3 et la T4 pour voir l'état de fonctionnement de la thyroïde. Et du coup, ça implique, et ça je vais le répéter plusieurs fois tout le long de la classroom, ça implique un travail avec le monde médical et c'est obligatoire pour travailler correctement sur la thyroïde et ne pas y aller à l'aveugle, parce que le problème, c'est qu'on peut faire autant de bien que de mal sur cette thyroïde avec la naturopathie. Et donc, on a notre hypophyse qui dirige la thyroïde, elle dirige aussi d'autres glandes endocrines, mais comme toutes les glandes endocrines, on a une action sur le système nerveux, elle est contrôlée par le système nerveux. Donc, chose à retenir aussi importante, c'est que l'état psycho-émotionnel, donc le stress, les émotions, influencent la thyroïde. On va le voir juste après aussi. Donc, ça fait une sphère à travailler en plus quand on travaille sur la thyroïde. Cette thyroïde,
Globalement, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à énormément de choses dans le corps. C'est un régulateur, enfin, elle participe à la régulation métabolique, donc à tout ce qui est cholestérol, triglycérides, insuline, à tout ce qui va être gestion de la chaleur aussi. Régulateur de la fonction cardiaque, je ne vais pas m'attarder dessus. Développement du système nerveux central, donc les enfants ont besoin d'une thyroïde qui fonctionne très bien, sinon il y a un mauvais développement du système nerveux et derrière peut arriver des pathologies plus ou moins graves. Régulateur du transit, on verra juste après aussi sur les symptômes qui peuvent être associés à une dysfonction de la thyroïde. Et la fertilité, c'est pour ça que la thyroïde est toujours contrôlée normalement avant une grossesse, parce que les hormones thyroïdiennes participent au bon développement de bébé, tout comme la bonne conception du coup de bébé. Une dysfonction impactera forcément toutes les fonctions que je viens de citer. Donc, on ne va pas pouvoir juste avoir un cholestérol qui va augmenter ou des triglycérides qui vont augmenter, une glycémie qui va augmenter, sans avoir derrière un impact aussi sur d'autres fonctions. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ces niveaux-là, une grosse fatigue par exemple, donc une dysfonction métabolique, mais que derrière, il n'y a pas de trouble au niveau de la sphère cardiaque, il n'y a pas de trouble au niveau de la digestion, vous pouvez écarter la thyroïde. C'est ce qui fait aussi toute la complexité du travail sur la thyroïde. C'est qu'elle impacte tellement de sphères que ça peut être elle comme ça peut être autre chose. Si la personne a une dysfonction au niveau de la sphère cardiaque, a une dysfonction au niveau de la digestion, je ne sais pas, une dysbiose par exemple, et une insulinorésistance au niveau de la sphère métabolique, eh bien, c'est malheureusement pas la thyroïde et pourtant, il y a plein de signes cliniques qui se rapporteraient à la thyroïde. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que c'est important de corréler la biologie sanguine, donc les prises de sang, avec un bon bilan pour savoir si oui ou non la thyroïde a un rôle à jouer dans la problématique que vous apportent vos consultants. Donc, encore une fois, le travail avec le monde médical est requis et obligatoire pour faire un bon travail thyroïdien. Sinon, c'est un peu travailler à l'aveugle dessus ou même émettre des hypothèses de travail qui sont peut-être complètement erronées. Donc, au niveau de la biologie, donc c'est là où c'est un petit peu compliqué. Si je vous perds, n'hésitez pas à marquer des questions à côté et à me les poser juste après. Donc, la TSH, de son nom Thyroid Stimulating Hormone, l'hormone hypophysaire, que je vous disais, celle qui vient stimuler ou non la thyroïde, et dont on a un rétrocontrôle donc par les hormones thyroïdiennes, par la production des hormones de la thyroïde. Donc, quand on a des hormones thyroïdiennes qui vont être en grosse quantité, eh ça freine, ça baisse la TSH, donc ça vient diminuer la production des hormones thyroïdiennes. Donc, vous avez un haut plateau au niveau des hormones thyroïdiennes, la thyroïde qu'elle a, elle va ralentir en cadence pour que derrière, possiblement, les hormones descendent en fonction de l'activité qu'on demande à la thyroïde. Par contre, si vous avez un manque d'hormones thyroïdiennes, la TSH, elle, va augmenter afin de pouvoir stimuler la thyroïde pour augmenter du coup la production d'hormones et répondre à la demande du corps en hormones thyroïdiennes. Donc ça, c'est un rétrocontrôle qui est important à savoir parce que du coup, quand vous travaillez avec les médecins, si un médecin accepte de vous communiquer si la TSH est haute, si la TSH est basse, si la TSH est haute, trop haute, c'est que la thyroïde ne travaille pas assez, donc la TSH vient demander à la thyroïde de fabriquer plus d'hormones, tandis que si la TSH est trop basse, c'est que la thyroïde travaille de trop, donc du coup, la TSH ne stimule pas la thyroïde, donc on devrait avoir des hormones thyroïdiennes qui vont être à la baisse. Ces hormones thyroïdiennes, on va en voir deux et demi, on va dire, qui vont être importantes. On va voir la T4, la T3 et la RT3, bien qu'il existe aussi la T1 et la T2 qui ont des rôles moins importants, qui ont quand même des rôles, mais sur lesquels on ne pourra jamais venir travailler, nous, en naturopathie, et dont le corps médical se soucie peu aussi, donc en fait, leur intérêt est vite limité. Donc, la T4, c'est la première hormone qui est produite par la thyroïde. Donc, la TSH vient stimuler la thyroïde et la thyroïde vient produire nos hormones T4. Ça représente à peu près 90% de la concentration des hormones thyroïdiennes. C'est la grosse majorité des hormones thyroïdiennes. Et en fait, c'est une hormone de réserve. On va dire que c'est une hormone qui est inactive. Elle ne communique pas beaucoup de signaux
au niveau des muscles, au niveau des organes sur lesquels elle va venir se coller. Elle nécessite en fait d'être convertie derrière en hormone T3, qui, elle, sera considérée comme l'hormone active. Donc, la thyroïde, en premier lieu, va venir produire nos hormones, nos petites hormones T4, en grosse quantité, qui sont une hormone de réserve. Ces hormones T4 sont produits dans les follicules thyroïdiens. Donc, si vous vous rappelez, ils sont produits dans cette bordure qu'on a ici. Et on a besoin pour ça de tyrosine, donc l'acide aminé, d'iode et de fer notamment. Donc, déjà, on a 3 micronutriments absolument à avoir pour avoir une bonne production d'hormones thyroïdiennes. À noter que l'iode servira uniquement dans la thyroïde, elle ne sert pas autre part dans aucune fonction métabolique du corps. Elle sert uniquement dans la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc, thyroïde, fabrication de T4, T4 qui est l'hormone de réserve, qui est une hormone qui est inactive. On retient ça. Ensuite, on va avoir la T3, donc la conversion de la T4 vers la T3. Et ça représente à peu près 10% de la concentration des hormones thyroïdiennes qu'on va avoir dans le corps. Et c'est celle-là qu'on va considérer comme hormone active. Pourquoi? Parce qu'elle est 20 fois plus active que la T4. Donc, c'est elle qui va venir communiquer quasiment tous les messages thyroïdiens. Cette conversion de la T4 en la T3, en fait, on vient retirer une molécule d'iode, un atome d'iode, par une enzyme qui s'appelle la 5'-désiodase. C'est pas spécialement important à retenir, ce nom-là. C'est juste qu'après, je vais vous parler de la RT3 et c'est en rapport avec cette enzyme. Donc, conversion de T4 en T3. Il y a à peu près 20% de cette conversion qui se fait dans la thyroïde, 80% qui se fait dans les tissus périphériques. Donc, ça va être dans les reins, ça va être dans les intestins et notamment du coup dans le foie. Donc, pour vous refaire le schéma, la TSH vient stimuler la thyroïde. La thyroïde va produire des petites hormones T4, qui sont des hormones de réserve inactives, et derrière, elles vont perdre un atome d'iode pour être converties en T3, qui sera du coup l'hormone active. Petit problème de cette conversion, c'est que ça demande énormément de cofacteurs avec une concentration correcte dans le sang, donc sans carence, quoi. On a le sélénium, le zinc, le magnésium, B12, le fer, le cuivre, la manganèse et la vitamine E. Il faut absolument que tous ces micronutriments soient là pour qu'on ait une bonne conversion de l'hormone T4 en l'hormone T3. Donc, vous voyez que déjà, on a pas mal de conditions pour qu'on ait une bonne synthèse des hormones thyroïdiennes. Il faut qu'on ait un état psycho-émotionnel qui soit OK, sinon c'est influencé par le système nerveux. Au niveau de l'hypophyse, ça se répercute sur la thyroïde avec la TSH. Il faut qu'on ait tous les cofacteurs, du coup, pour produire de la T4, donc de l'iode, de la tyrosine et du fer. Il faut qu'on ait aussi tous les cofacteurs pour convertir cette T4 vers la T3. Le sélénium, le zinc, le magnésium, la B12, le fer, le cuivre, la manganèse et la vitamine E. On a déjà pas mal de choses à avoir dans le corps pour que tout fonctionne correctement. Les carences impactent très très vite la thyroïde. C'est quelque chose qui est à savoir parce qu'il y a beaucoup d'états d'hypothyroïdie notamment qui sont dus simplement à une carence, à une mauvaise alimentation. Ça peut très vite être corrigé avec une bonne alimentation. Et du coup, oui, vu que la majorité de la conversion de l'hormone T4 en T3 est faite vers le foie, ça nécessite un foie qui soit fonctionnel. Donc, des personnes qui vont avoir des pathologies autour du foie, un NASH, donc le foie gras, ou une mauvaise sécrétion d'acide biliaire, ou des choses comme ça, souvent auront une mauvaise conversion de la T4 en la T3. Et du coup, la reverse T3, la RT3, je vais vous en parler rapidement parce que c'est quand même une notion que je trouve importante à savoir, qui va vous démarquer des autres naturopathes. Donc là, je vous disais que la T3 était fabriquée par une enzyme qui s'appelle la 5'-désiodase. Eh bien, la reverse T3 est faite par la 5'-désiodase, donc il n'y a pas le prime. Donc, en fait, ça fait la même molécule que la T3, sauf qu'elle est à l'envers. Et le problème, c'est que c'est une hormone qui est parasite. Vu qu'elle a la même forme que la T3, elle vient se mettre sur les mêmes récepteurs que la T3, sauf que elle, c'est une hormone qui est inactive, complètement pour le coup, qui ne transmet aucun signal et qui du coup va venir se mettre sur les récepteurs des hormones thyroïdiennes
et va empêcher la T3, la vraie T3, de venir se mettre sur ce récepteur afin de venir communiquer le message thyroïdien. Donc, normalement, dans un corps qui fonctionne bien, on a une concentration de RT3, de T3 reverse, qui est quasiment nulle. Par contre, on va voir juste après que sous certaines conditions, avec certaines causes, on peut avoir une augmentation de la reverse T3. Donc, derrière, une hypothyroïdie parce que la T3, la vraie T3, ne peut pas se fixer sur ces récepteurs, donc ne peut pas communiquer le message thyroïdien. Ah ouais, je l'ai marqué là. L'activation du coup de cette enzyme qui convertit en reverse T3, on a eu des mauvaises concentrations de cortisol en trop haute quantité ou en trop basse quantité. Donc pour mettre des mots dessus, soit des personnes qui seraient en burn-in, soit des personnes qui ont un stress chronique trop élevé, soit des personnes qui sont en dépression. Donc là, on a une mauvaise gestion du cortisol. Donc derrière, ça active cette enzyme. Du coup, on a une augmentation de la fabrication de la reverse T3. Les hyperœstrogénies sont souvent en cause aussi de cette augmentation. Les métaux lourds, l'inflammation chronique, l'insulinorésistance et le stress oxydant, entre autres les carences aussi, sont des activateurs du coup de cette 5-désiodase, donc de la fabrication de T3 reverse. Et du coup, on peut rencontrer certaines hypothyroïdies qui sont là, alors qu'on a des concentrations de T4 et de T3 qui sont normales. Donc en fait, tous les marqueurs biologiques faits par la médecine, contrôlés par la médecine plutôt, sont OK. Et pourtant, la personne se plaint de troubles cliniques, de troubles d'hypothyroïdie. Donc du coup, c'est là où c'est intéressant d'aller parler avec endocrinologue et médecin traitant afin de voir s'ils peuvent contrôler la reverse T3. Et puis, s'ils ne peuvent pas, ce n'est pas grave parce que vous avez cette information que c'est possiblement ça. Donc, vous pouvez aller voir si au niveau de la sphère hormones sexuelles, c'est OK. Au niveau de la sphère métaux lourds, c'est OK. Si au niveau de l'insuline, du cortisol et tout ça, c'est OK. Donc, à voir avec médecin traitant, ça aussi. Donc, vous avez des pistes de travail pour voir si derrière, il n'y aurait pas une production de reverse T3 qui serait anormalement élevée. Donc, encore une fois, c'est important de conjuguer la clinique et la biologie. Et là, du coup, pour ce type de cas-là, vous prenez un cas dont le médecin vous dit que les concentrations de TSH, de T4 et de T3 sont complètement OK. Et pourtant, cette personne se plaint d'énormément de troubles autour de l'hypothyroïdie. Ça vous met la puce à l'oreille, mais le médecin vous dit non, c'est impossible que ce soit un problème de la thyroïde. Alors, en soi, ce n'est pas un problème de la thyroïde, c'est les autres sphères qui viennent impacter la thyroïde, donc ce n'est pas la thyroïde qui dysfonctionne. Mais la clinique, donc les symptômes de la personne, vont toujours prévaloir sur le reste, en fait. Si la personne se plaint de troubles qui sont liés à l'hypothyroïdie, vous allez travailler sur les autres sphères qui pourraient influencer cette conversion en reverse T3. Donc, pour vous faire un résumé, je vous disais que j'allais répéter plusieurs fois les mêmes choses. La TSH vient stimuler la thyroïde qui qui crée des hormones T4, hormones de réserve, hormones inactives. On va avoir deux voies pour cette T4. La voie qu'on veut favoriser, la voie verte, qui est la voie de la T3. Et pour ça, il nous faut tout ça. Sélénium, zinc, cuivre, B12, vitamine D, je crois que j'en parle juste après, vitamine E, magnésium, manganèse. La progestérone vient stimuler la conversion de la T4 vers la T3 et la cryothérapie vient aussi stimuler la synthèse, la conversion de la T4 vers la T3. Et du coup, la voie qu'on veut éviter, qui est la T3 reverse, qui est activée par les déficits sélénium, zinc, les excès ou les insuffisances de cortisol, les métaux lourds, les œstrogènes, comme je vous disais, les insuffisances hépatiques. Si la T4 n'est pas convertie correctement dans le foie en T3, et ben derrière, ça va être converti autre part et ça favorise la fabrication de la reverse T3. L'insuffisance rénale, les pesticides, l'âge et les troubles métaboliques. Donc tout ça, c'est une slide que vous pouvez prendre en note. Tout ça, ça va être des facteurs qui vont pouvoir favoriser la voie de la T3 reverse. Tandis que si tout va bien dans le corps, si on a des bonnes concentrations, si aucune sphère à côté n'est impactée, tout sera converti correctement. Donc, encore une fois, je vais le répéter, c'est important de travailler avec la médecine, les endocrinologues et les médecins.
quasiment toutes les fonctions, les dysfonctions de la thyroïde peuvent être accompagnées par la naturopathie et ça donne d'excellents résultats parce que ce sont des sphères souvent externes à la thyroïde qui viennent impacter les dysfonctions de la thyroïde, enfin les fonctions de la thyroïde. La thyroïde, quand elle est malade, il n'y a que la médecine qui va pouvoir faire quelque chose en soi. Par contre, quand la thyroïde n'est pas malade, mais qu'il y a une dysfonction, là, on a un rôle à jouer qui est très important parce que souvent, c'est lié à l'hygiène de vie des personnes qui n'est pas correcte et qui va entraîner une dysfonction de la thyroïde. Donc, on travaille avec les médecins pour savoir ce qui se fait, car la biologie sanguine est indispensable pour comprendre le fonctionnement sur le moment, du coup, de la thyroïde. Et les prises de sang, comme vous le savez si bien, ne peuvent être interprétées que par le personnel médical. Je vais y arriver. Donc, en soi, dans les faits, comment ça va se passer? Eh bien, vous contactez les médecins traitants ou endocrinologues, vous leur envoyez un mail explicatif avec ce que le bilan a mis en avant, ce que vous, ça vous fait penser, et ce que lui va en penser, et est-ce que derrière, il y a possibilité d'aller chercher la TSH, la T3 et la T4. Comme ça, vous avez un maximum d'informations pour savoir comment est-ce qu'il faut travailler au niveau de votre consultant. Au niveau du coup symptomatique, donc pour votre bilan, l'hypothyroïdie, par quoi elle va se caractériser? C'est connu, la fatigue et la léthargie, les personnes sont souvent épuisées quand elles sont en hypothyroïdie. Les prises de poids, c'est connu aussi, on grossit quand on est en hypothyroïdie, parce que le métabolisme fonctionne moins vite, les mitochondries produisent moins d'énergie, donc brûlent moins de calories, donc on stocke plus facilement. On a une plus grande sensibilité au froid. On va avoir aussi une peau sèche, souvent les personnes sont constipées. On a une faiblesse musculaire, voire une fonte musculaire qui peut être plus ou moins impressionnant en fonction de l'impact de la thyroïde. Trouble de la mémoire et de la concentration, c'est quasiment chez toutes les personnes atteintes d'hypothyroïdie. Dépression, c'est quand ça fait un petit moment que c'est là, et notamment dans les hypothyroïdies auto-immunes, donc l'auto-immunité d'Hashimoto. C'est très souvent corrélé à des dépressions, alors que les personnes en soi n'ont pas de raison d'être en dépression. C'est tout simplement la biologie de la thyroïde qui impacte sur les neuromédiateurs et sur le système nerveux. Ça va venir impacter aussi sur la sphère sexuelle, donc les menstruations vont devenir irrégulières chez la plupart des femmes. Les visages et les yeux vont être gonflés le matin. Le visage ou les yeux, c'est rarement les deux et c'est plus souvent les yeux. Ils vont être gonflés le matin et plus la journée va avancer, plus ils vont revenir normaux. Une voix rauque le matin au réveil, c'est pas souvent, mais c'est possible. Et si c'est le cas, ça vient de la thyroïde. Et l'hypochloridrie, donc le manque de sécrétion d'acidité gastrique qui va pouvoir entraîner toute la dysfonction de la sphère gastrique, de la sphère digestive. Et ça, je vous laisse regarder les anciennes classrooms que j'ai pu faire autour de ça. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de symptômes qui sont là et qui peuvent être reliés à la thyroïde. Et encore une fois, c'est ce qui fait toute la complexité de la thyroïde, c'est que comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est la thyroïde ou si c'est une autre dysfonction? Parce que si je prends la fatigue et la léthargie, ça peut être tout simplement une personne qui ne mange pas assez ou qui a des problèmes de sommeil ou des problèmes de neuromédiateurs autour de sérotonine, mélatonine. Donc, compliqué de dire que c'est vraiment la thyroïde qui va venir impacter. Après, si vous voyez que vous avez déjà les 3/4 de ces symptômes qui sont là dans votre bilan clinique, eh bien derrière, vous pouvez penser à la thyroïde. Et c'est là où il faut, encore une fois, et je vais le répéter, aller travailler avec la biologie médicale, avec les médecins et les endocrinologues. Les causes les plus courantes de l'hypothyroïdie. J'ai mis les plus courantes parce qu'il existe d'autres causes qui sont plus de notre sort en naturopathie. Donc là, c'est complètement le monde médical, donc je ne me suis pas attardé dessus. Ces personnes-là ne viendront pas vous voir parce qu'elles savent de quoi ça vient, elles savent bien souvent qu'il n'y a rien à faire de naturel autour de ça, que l'hygiène de vie ne va pas plus les impacter, donc ce ne sont pas des personnes qui vont venir vous voir. Donc, je vous ai mis les principaux et croyez-moi, ça fait déjà quasiment toutes les personnes que vous allez avoir au cabinet, ça va être là-dedans. Donc, tout simplement,
le manque de production d'hormones T4. Vous vous souvenez, hormones de réserve, hormones inactives qui doivent être converties derrière. Donc, le manque de production d'hormones T4. Tout simplement, ça, c'est les carences en macro et micronutriments. Donc, un manque de protéines dans l'alimentation, donc un manque de tyrosine, l'acide aminé, et les micronutriments, le fer et l'iode. Quand on est carencé, on a un manque de production d'hormones T4, donc forcément une conversion en hormone T3 qui ne sera pas assez grande. Donc derrière, on aura des signes d'hypothyroïdie. Et on a aussi du coup l'auto-immunité d'Hashimoto. Elle vient détruire les cellules thyroïdiennes. Donc sans cellules thyroïdiennes, on a moins de production d'hormones thyroïdiennes. Donc une moins grande concentration d'hormones T4. Une deuxième cause, manque de production d'hormones T3. Ça, c'est celle qu'on voit le plus souvent. C'est bien souvent dû à des carences en macro et micronutriments, parce que notre alimentation ne nous apporte pas correctement les micronutriments qu'il nous faut. Le foie qui serait non fonctionnel. On a de plus en plus de maladies métaboliques. Les maladies métaboliques sont bien souvent ont un impact ou sont bien souvent reliées au foie. Donc, quand on a un foie qui est vraiment trop en souffrance, derrière, on aura une mauvaise conversion de la T4 en la T3 et donc une hypothyroïdie qui sera ici. Les excès d'œstrogènes, donc typiquement j'ai perdu le nom, ça me reviendra tout à l'heure. Donc, les excès d'œstrogènes qui sont chroniques, ça va aussi venir impacter cette thyroïde. Ça va empêcher la bonne conversion de la T4 en la T3 et donc des symptômes d'hypothyroïdie. L'endométriose, voilà, ça m'est revenu. L'endométriose, souvent, on a des symptômes d'hypothyroïdie dus à la concentration trop importante d'hormones œstrogéniques. Et forcément, la production trop importante de RT3, vous pouvez revenir sur les slides d'avant, si on n'a pas le matériel nécessaire ou un corps fonctionnel pour convertir correctement la T4 en la T3, derrière, on favorise la voie de la reverse T3, donc moins d'hormones T3, moins de communication du message thyroïdien. Et donc, j'enchaîne sur la surproduction de la reverse T3 due au cortisol trop haut, aux excès d'œstrogène, aux polluants, à l'âge, aux carences, au foie non fonctionnel, nanani nanana. C'est tout remarqué sur les slides juste avant. Et chose que je n'ai pas encore abordée, la mauvaise communication de la T3, on en a pas mal aussi. Donc là, c'est des personnes qui vont aussi avoir une biologie qui va être correcte, donc une TSH, une T4 et T3 qui vont être à peu près OK, notamment, T4 et T3 sont complètement OK, TSH sera un petit peu haute. Mais du coup, en fait, les hormones T3 vont venir se fixer sur le récepteur, mais ne vont pas communiquer de message, parce que pour avoir la communication du message thyroïdien, il faut de la vitamine D, il faut de la vitamine A, les deux sont importantes, ils viennent se fixer sur le récepteur en même temps que l'hormone thyroïdienne. Et du coup, communique le message derrière. Donc, une carence en vitamine D, sachant qu'on est quasiment tous carencés en vitamine D, ça provoque des troubles de la communication du message thyroïdien. Le manque d'oméga 3 aussi, parce que ce récepteur a besoin de bouger sur la cellule et il faut donc une paroi cellulaire qui soit fluide. Et pour ça, il faut des acides gras polyinsaturés et les meilleurs, c'est les oméga 3 pour la constitution de cette cellule. Et les dysbioses intestinales, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, elles produisent des métabolites qui viennent perturber la communication de l'hormone thyroïdienne, donc l'hormone T3. Donc, des dysbioses peuvent être liées à des états d'hypothyroïdie passagers. Mais par exemple, là, si vous mettez en avant cette dysfonction de la thyroïde et que dans votre tête, vous dites « Ah, je vais travailler sur la thyroïde », ça ne donnera aucun résultat sur les maux d'hypothyroïdie parce que tout simplement, le problème, c'est la dysbiose intestinale qui vient produire des métabolites qui empêchent la communication du message thyroïdien. Donc, c'est important d'aller chercher les causes, des troubles, et notamment, du coup, chez cette thyroïde. Et c'est pour ça, du coup, que c'est important de voir au niveau de la biologie ce qui se passe pour voir comment travailler derrière, parce qu'on ne va pas faire exactement la même chose si on a des concentrations d'hormones thyroïdiennes qui sont OK, tandis que si on a une T4 qui serait effondrée, du coup, un manque de concentration d'hormones thyroïdiennes. L'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, c'est caractérisé, ça peut par la fatigue, et bien que souvent les personnes n'arrivent pas à dormir, c'est un petit peu tout le paradoxe de l'hyperthyroïdie. Les personnes n'arrivent tellement pas à dormir qu'elles sont juste fatiguées derrière, bien que le corps carbure à 1000 à l'heure.
Perte de poids parce que les mitochondries produisent beaucoup plus d'énergie, donc elles viennent brûler beaucoup plus de graisse. Donc derrière, qui dit brûler plus de graisse et en plus la fatigue qui peut être là, on a souvent des compulsions alimentaires vers le sucre parce que les personnes vont aller chercher un booster afin de se redonner un coup de boost pendant la journée. Les hypoglycémies qui sont récurrentes, quand les personnes vont chercher le sucre, eh bien, ça fait des yo-yo avec l'insuline, sachant que le corps brûle encore plus de calories, qu'elle produit encore plus d'énergie. Eh bien, c'est bien souvent que les personnes se sentent aller et qu'elles font des hypoglycémies. Les palpitations cardiaques, c'est typique aussi des hyperthyroïdies. Les tremblements, comme si on était en manque. De nouveau, les troubles du cycle féminin. Nervosité, anxiété, l'énervement, c'est quasiment chez toutes les personnes atteintes d'hyperthyroïdie aussi. Difficulté à s'endormir, pareil, les réveils nocturnes, c'est une catastrophe chez ces personnes. Le transit qui est accéléré parce que tout va plus vite. C'est des personnes qui vont vous dire qu'elles vont aller aux toilettes juste après les repas. Vraiment, ça va être très, très, très rapide. Les exophthalmies, c'est la photo que j'ai mis en haut. Quand les yeux commencent à ressortir, bien souvent, c'est à cause de la pression cardiaque dans la vascularisation qui est juste derrière l'œil. En fait, ça pousse l'œil en dehors de son orbite. Et si l'hyperthyroïdie est pris à temps, ça revient normal. Et il y a certaines personnes, par contre, où ça peut rester. Donc, c'est un peu problématique. Et cette fois, c'est la chaleur qui sera mal supportée. Là, on arrive en été, il va commencer à faire chaud. Les personnes qui sont en hyperthyroïdie, c'est leur moment de malheur, là. Et comme pour du coup l'hypothyroïdie, on a énormément de symptômes qui peuvent être liés à d'autres sphères. Donc, c'est compliqué de dire ça, c'est l'hypothyroïdie sans avoir derrière de la biologie médicale pour venir confirmer ce que vous pensez. Donc, un travail avec médecin ou endocrinologue. Et donc, les causes courantes de l'hyperthyroïdie, là, pour le coup, ça va être plus... Enfin, c'est complètement souvent le côté médical qui est là. Maladie de base d'eau, les goitres multinodulaires, les thyroïdites, les inflammations aiguës de la thyroïde, des nodules. Donc là, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez travailler dans tous les cas. Par contre, en pratique, on peut avoir des très, très bons résultats en travaillant pas sur la thyroïde, mais en travaillant sur l'inflammation du corps, donc l'inflammation aiguë, parce que toutes les hyperthyroïdies seront liées à une inflammation. Et l'immunité en cas de base d'eau, vu que base d'eau est une maladie auto-immune de la thyroïde, donc on a une dysfonction de l'immunité. Donc, dans tous les cas, vous pouvez quand même apporter un réconfort, on va dire, à ces personnes, avec de la naturopathie verte, où vous allez juste venir travailler sur le mot et non pas la cause. Par contre, si cette personne reste en hyperthyroïdie pour X ou Y raison, mais qu'il n'y a pas de travail sur la cause de cette hyperthyroïdie, dès que les personnes vont arrêter les compléments alimentaires, vous allez avoir les symptômes de l'hyperthyroïdie qui vont revenir. Donc, le travail de fond est nécessaire. Au niveau de notre cas pratique d'aujourd'hui qui concerne du coup la thyroïde. Alexandra, qui a 45 ans, elle est RH à domicile. Elle vient, c'est son motif de consultation, elle a des symptômes d'hypothyroïdie qui sont très impactants dans le quotidien. C'est une personne qui était venue me voir l'été dernier, du coup, donc en plus, il y avait des grosses chaleurs et elle ne supportait pas le froid ni le chaud. Donc, c'était vraiment une catastrophe au niveau de son quotidien. Elle avait à ce moment-là un gros stress qui datait du printemps. Elle le mettait à 9 sur 10. Donc, vraiment impactant, dû du coup à un divorce, déménagement, des enfants qui sont très compliqués, harcèlement, mais au boulot. C'est pour ça qu'elle est passée du coup en travail chez elle. Et elle le vit très, très mal. En sport, eh ben, elle fait rien parce qu'elle a plus de temps de penser à elle avec la situation dans laquelle elle est, la gestion du déménagement, du divorce, plus sa fatigue qui est très, très importante. Elle n'a pas le temps et elle n'a pas envie non plus en soi. Donc, le sport, il n'y avait plus rien. Au niveau du système digestif, on avait des reflux gastro-œsophagiens, le RGO, donc des remontées acides, des ballonnements en très, très grosse quantité, le ventre qui gonfle très, très rapidement après le repas, ce ventre de femme enceinte, comme on rapporte les consultants au cabinet, et quelques gaz qui étaient non odorants. Elle n'avait plus une menstruation depuis plus d'1 an et pourtant, elle n'était pas ménopausée. Suite à la perte de ses menstruations, elle est allée voir son endocrinologue qui lui avait fait du coup
la biologie sanguine et lui avait dit que non, 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 elle n'était pas encore ménopausée. Au niveau des fanères, une perte de cheveux en assez grande quantité, une peau qui était sèche et elle a eu un début de psoriasis, notamment du coup au niveau de la tête. Au niveau du sommeil, elle était fatiguée toute la journée, elle avait une grosse difficulté à se lever le matin. Elle était fatiguée après manger, la fatigue postprandiale, elle était vraiment épuisée. Enfin, c'est le mot qui est revenu, c'est le maître mot de cette consultation, épuisée. Donc, c'est une personne qui m'a été renvoyée par son endocrinologue, qui m'a en même temps communiqué les micronutriments liés du coup à la thyroïde, s'ils étaient en carence ou proches des carences. Donc, qu'est-ce qui ressort? On avait la vitamine D, A et le fer qui étaient en carence, notamment le fer en grosse carence du coup, avec une inflammation très forte, mais la T3 et la T4 qui étaient correctes, qui étaient dans les clous. Au niveau antécédent, on avait des problèmes thyroïdiens chez la maman. Donc déjà, il y avait quelque chose au niveau de la génétique qui prédisposait cette personne à avoir des problèmes thyroïdiens. Au niveau du traitement là, de la thyroxine, donc la thyroxine, c'est l'hormone T4 sous forme de médicament. Et elle est sous anxiolytique suite à cette période compliquée. Elle ne voulait pas être sous antidépresseur, donc elle a pris que les anxiolytiques. Elle mange très peu par peur de grossir, bien qu'il y ait une sensation de faim qui soit présente dans la journée. Le matin, c'est un café, biscuit de confiture. Le midi, une salade avec des légumes de saison et un yaourt souvent. Et le soir, juste une soupe de légumes ou une tarte ou une pizza maison. Alors, pizza qui était plutôt correcte en termes de ce qu'il y avait dessus. C'était plus des pizzas végétariennes. Pas trop de fromage, pas trop de choses bien caloriques. Qu'est-ce que l'on constate? On constate pas mal de choses. Je vous ai synthétisé les choses les plus importantes. On a un manque d'acidité gastrique au niveau digestif. Qu'est-ce qui nous fait penser à ça? Les remontées acides, le reflux gastro-œsophagien. Je vous ramène du coup à la classroom sur l'acidité gastrique où j'en parle pas mal. Les remontées gastriques peuvent être totalement liées à un manque d'acidité gastrique. C'est les mêmes symptômes quand on a trop d'acidité que quand on n'a pas assez d'acidité. L'hypothyroïdie qu'on connaît, elle est en hypothyroïdie d'Hashimoto et elle se plaint d'énormément de symptômes d'hypothyroïdie. Son endocrinologue nous dit qu'elle est en hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, la thyroïde est dans tous les cas liée complètement à la quantité d'acidité gastrique qui est sécrétée. Donc hypo, on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, on n'a pas assez non plus d'acidité gastrique. On a aussi le mot du ventre qui gonfle rapidement après le repas. Ceux qui ont vu du coup la classroom sur l'acidité gastrique, eh bien, notre acidité gastrique permet la libération de la bile au niveau du duodénum. La bile, c'est un karcher. Ça vient du coup nettoyer les intestins grêles des bactéries qui seraient là et qui n'ont rien à y faire. Si on n'a pas assez d'acidité, on n'a pas assez de bile. Si on n'a pas assez de bile, on n'a pas ce rôle de karcher. Mais pas que. Si on n'a pas assez d'acidité, on a une mauvaise activation des enzymes digestives, donc une mauvaise digestion de nos aliments. Et du coup, ça arrive au niveau de l'intestin grêle en trop grosse quantité, en trop gros schéma, en trop gros motifs. En gros, c'est des morceaux qui sont trop gros. Donc, plutôt que d'être absorbés, c'est les probiotiques qui vont venir se nourrir. Ils se nourrissent de façon bien plus importante que ce qu'ils devraient. Donc, derrière, ça fermente. Donc, ça crée ce ventre de femme enceinte. Et la carence chronique en vitamine D et la vitamine A, ça, c'est typique aussi des manques d'acidité, tout simplement parce que les vitamines D et A sont des vitamines liposolubles, qu'elles se mettent dans les graisses. Donc, il faut que les graisses soient digérées et absorbées pour que la vitamine D et A remontent au niveau sanguin. Et si on n'a pas assez d'acidité gastrique, on a une mauvaise libération de la bile, une mauvaise émulsion des graisses et donc une mauvaise absorption des graisses, donc des carences chroniques en vitamine D et A. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Dysbiose, les ballonnements rapides après manger, de nouveau, donc des bactéries qui n'ont rien à faire dans cet intestin grêle. Et les gaz non odorants qui seraient liés à la dysbiose de fermentation. Donc là, je vous ramène aussi à la classroom sur le microbiote intestinal où je parle des différentes dysbioses qu'on peut retrouver au niveau de nos intestins. L'hyperperméabilité. On a le problème de la peau sèche et du psoriasis, bien souvent lié à cette hyperperméabilité.
Le stress très intense, c'est bien connu que le stress impacte l'intégrité de notre paroi intestinale. Donc, un symptôme de plus qu'on peut mettre sur qui va entraîner ces dysfonctions, qui vont entraîner ces dysfonctions. Et la fatigue latente, le problème de la sérotonine, de la mélatonine, du coup, la mauvaise alimentation, tout ça, ça favorise l'hyperperméabilité. Au niveau de l'alimentation, on voit qu'il n'y a pas de consommation de protéines, même au niveau des associations, du coup, pendant les repas. Légumineuses céréales pour remplacer les protéines animales si la personne ne mange pas de viande. Elles n'y sont pas, donc on a une mauvaise répartition des protéines, voire pas du tout là dans ce qu'elle mange. Pas de chrononutrition non plus, quelque chose qui serait vraiment intéressant à travailler pourtant ici, puisque ça vient gérer toute la sphère du stress et psycho-émotionnel. Produire les neuromédiateurs au bon moment de la journée, c'est super important pour optimiser le fonctionnement de notre corps. Et on n'a pas de graisse dans son alimentation, donc pas de vitamine D, pas de vitamine A et pas d'oméga 3. Oméga 3 qui serait super ici pour l'inflammation et la bonne fluidité du coup des membranes de nos cellules, donc une bonne communication de notre message thyroïdien. Au niveau de l'hygiène de vie, on a un stress qui est très très fort. On n'a pas de sport ou de technique de relaxation, malheureusement. Et je ne l'ai pas noté, mais il n'y a pas de suivi psy. Ça lui ferait vraiment du bien à cette personne de pouvoir parler à quelqu'un de ce harcèlement, de tous les problèmes qu'elle rencontre actuellement. Et bien sûr, l'hypothyroïdie, on ne va pas y échapper. Mais se poser la question, l'endocrinologue, s'il nous dit que les T3 et les T4 sont corrects, donc on a une bonne concentration d'hormones thyroïdiennes, alors pourquoi est-ce que cette personne est en hypo? Eh bien, on regarde les mots que nous rapporte cette personne. Donc, on a cette dysbiose. Je vous disais, la dysbiose, ça provoque la mauvaise communication du message thyroïdien. Donc déjà, une sphère à travailler pour venir optimiser cette sphère thyroïdienne, la bonne communication de notre message thyroïdien. On a le manque de graisse dû au manque d'acidité. Donc déjà, le manque de graisse parce qu'il n'y en a pas dans l'alimentation, mais la mauvaise digestion et donc la mauvaise assimilation des graisses. Donc la carence en vitamine D et A qui participe à la communication du message thyroïdien. La dysbiose plus les carences plus les troubles hormonaux, le manque de menstruation de cette personne, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la sphère hormonale sexuelle. Donc la production de reverse T3 qui serait trop importante, à proposer à l'endocrinologue de contrôler et voir s'il n'y a pas quelque chose à faire autour de ça. Donc, on a quand même pas mal de choses qui ressortent, beaucoup de boulot, pas mal de sphères impactées. Et tout ça, c'est chronique en fait. C'est quelque chose qui va s'installer tant que la personne reste en hypothyroïdie, par exemple. Et c'est là le cercle vicieux. Hypothyroïdie, manque d'acidité gastrique, manque de digestion des graisses, carence en vitamine D, en vitamine A, donc mauvaise communication du message thyroïdien, donc hypothyroïdie, donc mauvaise acidité gastrique. C'est un cercle vicieux. Il faut arriver à casser ce cercle pour que derrière, on ait une thyroïde qui fonctionne correctement. Et ça, par exemple, on le voit très, très souvent, les ampoules de vitamine D qui sont données par les médecins. Ça peut fonctionner, il n'y a pas de souci. Problème chez les personnes qui ne digèrent pas les graisses, autant casser l'ampoule de vitamine D directement au-dessus des WC. Ça va plus vite parce qu'on ne l'absorbe pas, ça finit dans les selles. Donc, ça finit dans les WC. Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir casser ce cercle vicieux pour que derrière, cette personne ait une thyroïde qui fonctionne correctement, sachant que la personne là, a des hormones thyroïdiennes qui sont normalement dosées, quoi. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème outre ça. Donc, au niveau de l'accompagnement, alors c'est une proposition, il y aurait plein de façons de faire ici au vu de toutes les sphères impactées. C'est une proposition comme une autre. Comme je dis à chaque fois, si c'est des conseils qui vont être à répartir sur plusieurs séances, surtout que là, la personne est très fatiguée. Si vous lui donnez tout ça à faire en une séance, elle ne le fera jamais. Si elle en fait un, c'est déjà bien. Si elle en fait deux, c'est encore mieux. Si elle en fait trois, c'est une héroïne. Donc, bien répartir et bien cibler ce qui va être le plus important à travailler en premier lieu. OK? Donc là, c'est une proposition d'accompagnement sur 4-5 séances au moins. L'alimentation, donc bien mastiquer, comme toujours, une bonne mastication. Derrière, ça favorise une bonne digestion. La chrononutrition, comme je disais tout à l'heure, produire de la dopamine le matin, ça favorise l'énergie, ça favorise la motivation, ça favorise l'envie d'aller de l'avant.
Tandis que l'après-midi, eh ben, on a la production de sérotonine qui se fait en fin d'après-midi, donc apporter les précurseurs de la sérotonine, c'est important. Ça permet de relaxer le corps, de le mettre en état off un peu plus loin dans la soirée et derrière, de produire de la mélatonine pour avoir un sommeil qui est réparateur. Bien sûr, réintroduire les protéines, il nous faut des acides aminés, que ce soit pour la production de la dopamine, de la sérotonine et des hormones thyroïdiennes. Donc, réintroduire les protéines, c'est important. Entre autres, hein, les protéines servent à tellement de choses dans le corps qu'il en faut. Réintroduire les graisses, notamment du coup les polyinsaturés, bien sûr, notamment les oméga-3 pour l'action anti-inflammatoire et la fluidité membranaire. Pour le manque d'acidité gastrique, on a la bétaïne qui va bien fonctionner avec une association d'enzymes digestives. Comme ça, la bétaïne, ça vient mimer l'action de l'acidité, ça vient activer les enzymes digestives, donc ça permet d'optimiser la digestion. Ça vient aussi libérer la bile, donc ça vient optimiser la digestion des graisses. Et du coup, on a aussi bien sûr le travail de l'hypothyroïdie. Comme je vous disais, si on a hypothyroïdie, ça peut être dû à ça, le manque d'acidité gastrique. Donc en travaillant sur la thyroïde, on pourrait venir travailler indirectement sur la sécrétion d'acidité gastrique. Donc on a ces deux solutions. Soit on passe par un complément alimentaire bétaïne enzyme digestive qui fera très bien son effet, soit on fait un travail sur l'hypothyroïdie, donc le travail de fond, et ce que nous apporte la personne en motif de consultation principale, et derrière, on aurait une amélioration sur cette acidité gastrique. L'hyperperméabilité, je vous laisse revenir sur les anciennes classrooms, j'en ai parlé en long et en large. Les carences dans les vitamines liposolubles. Donc, vu que la personne ne digère pas les graisses dues à son manque d'acidité gastrique, dû à son hypothyroïdie, on a des laboratoires qui font de la vitamine D et de la vitamine A émulsionnées. Elles sont prédigérées en soi. Donc, c'est bien pratique, ça permet de remonter rapidement des taux de vitamine D et des taux de vitamine A qui seraient bas, donc de permettre au message thyroïdien de nouveau être communiqué correctement. Donc, en passant par exemple par de la vitamine D et A émulsionnée, on pourrait travailler sur ce manque d'acidité gastrique dû à l'hypothyroïdie et derrière repasser sur de la vitamine D et A non émulsionnée qui coûtera du coup moins cher et qui sera de nouveau bien digéré et bien assimilé, qui permettra de compléter le taux s'il n'est pas assez remonté. La dysbiose au niveau de l'intestin grêle. Là, j'avais mis l'huile essentielle d'origan compact qui fonctionne très très bien. Pourquoi? Parce que c'est très fort l'origan compact et qu'il n'y avait pas de contre-indication, il n'y avait pas de problème au niveau du foie. Donc l'Origan Compact avait fait un travail qui était rapide, sachant qu'il y avait la sphère de l'intestin grêle qui était atteinte au niveau de la dysbiose, mais aussi du côlon avec la sphère avec la dysbiose de fermentation qui avait été mise en avant et qui a été confirmée après. Donc, passer par l'huile essentielle d'Origan Compact me paraissait un moyen rapide et efficace de venir s'attaquer à cette dysbiose qui provoque du coup la mauvaise communication des messages thyroïdiens. Et bien sûr, à chaque fois qu'on vient détruire notre flore intestinale, derrière, on vient réensemencer avec des probiotiques de bonne qualité, des probiotiques qui peuvent être ciblés. Mais là, au vu de comment ça vient détruire la flore intestinale, l'huile d'origan compact, des probiotiques avec plusieurs souches et bien concentrés, c'est très bien. Au niveau du stress, recommandé bien sûr le psychologue, on reste dans notre posture, c'est bienveillant et ça lui fera vraiment du bien, autant que ça va venir faciliter notre travail, de renvoyer la personne chez une psy compétente et bienveillante. La sophrologie, la réflexologie, là, vous pouvez en abuser parce que c'est des personnes qui recherchent vraiment juste un petit moment de lâcher prise, une bouffée d'air frais. C'est ultra important pour ces personnes-là parce que sinon, derrière, elles finissent en dépression en moins de 2. Et repartir avec des exercices de relaxation à faire chez elles, et bien pareil, ça fera vraiment du bien. Elle aura un exercice, 1, 2, 3, ça dépend ce que vous lui donnez, qui lui permettra de prendre une bouffée d'air frais toute seule si elle y arrive. Niveau sommeil, gestion du stress aussi indirectement, fatigue, accompagner l'axe sérotonine-mélatonine avec du tryptophane ou du 5-HTP pour le remonter rapidement, en travaillant bien sûr l'hyperperméabilité, puisque la sérotonine est produite à 90% dans l'intestin. Accompagner l'axe du cortisol. Donc là, pour le coup, pour savoir où ça en était, demander à l'endocrinologue, à son médecin traitant, de faire doser le cortisol, voir où ça en est. Donc le cortisol, le plus tôt il est dosé le matin, le mieux ce sera, pour voir s'il n'y a pas d'épuisement. Et là, pour le coup, il y avait un épuisement du cortisol, il était extrêmement bas.
Donc, on est parti sur du bourgeon de cassis. Le bourgeon de cassis qui est un très bon régulateur de la sphère du cortisol et de la tisane de réglisse 3 fois par jour pendant 1 mois pour commencer, qui est aussi un très bon outil de phyto pour travailler sur l'axe du cortisol. Donc voilà, c'est une proposition, mais il y en a plein de différentes, il y a plein de façons de faire sur ce cas. Donc libre à vous de vous faire votre propre accompagnement personnalisé chez cette personne. Et du coup, on va passer aux questions-réponses.